Je suis un soutien de mon pays et j'estime qu'il y a besoin d'un budget, même s'il n'est pas totalement il dit, vous satisfaisant. ne respectez pas les engagements pris devant les électeurs. Mais j'ai pas vu dans les engagements pris devant les électeurs l'idée d'organiser le chaos institutionnel dans le pays. Voilà. C'est génial ça. Non, mais ce n'est pas l'engagement. On a un désaccord, Éric. Vous pensez qu'il faut que le président... Vous avez dit au début, attends, je te dis juste, vous avez dit au début, la première ligne rouge, c'est pas de censure si pas de 49.3. Il y a 49.3, vous le faites pas après, pas de censure si pas d'abrogation. Il n'y a pas d'abrogation. Pas de censure si pas de suspension. Il n'y a pas de suspension. Alors jusqu'où on recule comme ça, etc. Et encore une fois, que le gouvernement essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de budget, c'est son rôle, pour essayer de faire un chantage. Mais on n'est pas forcé de le reprendre. Il y a un budget aujourd'hui qui fonctionne. Le budget de 2024, s'il était appliqué, il serait moins pire même que le budget de 2025 qu'on s'apprête à voter. De la mise au macronisme à Bérou. Parce que une fois que ce budget va passer, pendant un an, ils peuvent appliquer leur politique. Il n'y aura pas d'autre occasion de les censurer. Et tu me dis... Si, il y aura d'autres occasions. Non, mais non, arrête. L'occasion que vous présentez, c'est un 49.2 sur la question de la politique, la submersion. Mais tu crois que le RN va voter cette censure? Tu sais mais moi, je vais même te dire, il y aura d'autres occasions. C'est une balle à blanc. Vous permettez à François Bayrou et Emmanuel Macron d'appliquer sa politique de casse sociale et de politique austéritaire pendant un an. Et là, je suis désolé, mais tu n'as pas été élu pour... Sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, constater le passage... Mais c'est un peu crépusculaire quand même, votre livre. C'est crépusculaire. Vous avez une attitude de fin du monde. Mais non, pas du tout. Dans le cas des États-Unis, par exemple, je note bien dans le livre l'association du protestantisme et du racisme le plus dur. Je note que l'Allemagne, qui était un pays à majorité protestante et dirigé par les protestants, avait produit le nazisme. Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racismes du monde, était associé au protestantisme américain avec son idée de damnation d'une partie de l'humanité. Et je dis très clairement que l'effondrement du protestantisme, c'est l'effondrement de l'industrie, c'est la baisse du niveau éducatif, mais c'est aussi la disparition de ce racisme très dur. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et au fond, je note bien pour l'ensemble des pays avancés, un état de faiblesse, je dirais, à s'organiser, à produire du collectif, que je situe aussi également en Russie. Je dis qu'en Russie, c'est atténué par des traditions. Bien que Poutine dit de l'Occident que c'est désormais une société de dégénérés. Mais ça, c'est Poutine, c'est pas moi. Si vous voulez, vous pouvez... l'Europe par l'armée russe. La Russie est démographiquement trop faible, ce n'est pas du tout les objectifs des Russes. Ce à quoi j'avertis, c'est à l'existence d'une puissante pulsion nihiliste aux États-Unis, une recherche de guerre, de violence, d'une société qui n'a plus de classe dirigeante autonome, qui a perdu sa matrice protestante, qui ne sait plus où elle va, qui décline et qui provoque un peu partout dans le monde ou qui envenime partout les conflits. Ça, c'est mon avertissement de citoyen. Emmanuel. Oui, alors la France, honnêtement, la France dans le livre, c'est moi. Dans le livre, non, mais vous... La France dans le livre, c'est moi, puisqu'il a été écrit par un Français. Vous estimiez, en 2022, je vais le préciser, vous estimiez que le rapport d'Emmanuel Macron aux Français, c'était notamment au moment de la loi sur les retraites, vous avez dit d'Emmanuel Macron qu'il avait un rapport aux Français qui était celui d'un enfant excité qui teste les limites avec un adulte et attend que celui-ci l'arrête. Oui, mais ça resterait vrai, mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, pour moi, ce qui est important, c'est le passage du stade de la démocratie libérale à l'oligarchie libérale. C'est quoi l'oligarchie libérale? L'oligarchie libérale, c'est un système... Alors je sais que quand les gens parlent de la guerre en automatique sans réfléchir, ils emploient les mots... C'est la démocratie. On entend énormément parler de la guerre, non seulement aux frontières, mais même dans la pratique du pouvoir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il nomme Gabriel Attal, il dit c'est un Premier ministre de réarmement. Oui, mais ça, c'est des mots. En fait, ce qui caractérise le système français actuellement, c'est une impuissance totale. Et quand on fait de la géopolitique, ça me gêne de le dire. Moi, je lis les géopoliticiens américains. Impuissance totale. Mais je veux dire, la France n'existe pas. La France n'existe pas. Je veux dire, elle n'existe pas parce qu'elle est maintenant alignée sur les États-Unis, elle est prise, elle est contrôlée par l'OTAN. Les hommes, je dis très bien comment la classe politique oligarchique européenne, qui a semblé s'émanciper, doit être surveillée de très près par la NSA américaine.
Donc voilà, mais Emmanuel Todd, vous dites que la France a deux problèmes majeurs. Mais non, mais moi je fais de la géopolitique. Oui, mais, et ce qui m'intéresse, c'est l'Allemagne. Vous dites justement que l'Allemagne, mais enfin moi je m'en fous pas de la France. Et en l'occurrence, vous dites Emmanuel Todd, et vous vous en êtes longtemps pas foutu de la France, faut être honnête. L'Allemagne s'en sort mieux que nous, dites-vous. L'Angleterre va encore plus mal en termes de. Et vos critères sont la stabilité économique, industrielle, démographique. Vous dites de la France qu'elle a deux problèmes majeurs, la désindustrialisation et la chute du niveau de vie liée à l'inflation. Sauf que vous êtes aussi démographe, et c'est là que moi je ne comprends plus, parce que je pensais l'Allemagne vieillissante. Je pensais que les Allemands n'avaient plus d'enfants. Mais j'étudie dans le détail l'espèce de dynamique assez étrange de la société allemande, que je définis comme une société machine, qui n'a plus d'objectif réel, mais qui continue de produire de la puissance économique, et dont la population devrait diminuer à cause d'une fécondité très basse depuis longtemps, qui d'ailleurs est la même que la fécondité russe, en fait, 1,5 enfants par femme, mais qui compense et au-delà cette crise démographique par un appel de main-d'œuvre immigrée qui, semble-t-il, est assez facilement intégré parce que le taux de chômage est très bas et parce que l'Allemagne a réussi à produire son industrie. Et c'est important en géopolitique parce que l'une des obsessions des Américains, c'est d'empêcher, depuis le début, je pense que c'est ça les véritables objectifs stratégiques des Américains, c'est empêcher la coopération de l'Allemagne et la Russie. Au stade actuel, un rapprochement Allemagne-Russie, c'est la terreur des géopoliticiens américains. Mais ça va rater parce que la guerre va finir par cesser. Si je vous comprends bien, la Russie va finir par gagner. Mais c'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd, et c'est la réalité qui va gagner. La réalité, c'est que on n'est pas à l'époque de la guerre de 14. À l'époque de la guerre de 14, ou à la veille de la guerre de 14, donc les Français avaient peur des Allemands. Puissance faible avec des populations déclinantes et un monde qui ne se fera plus la guerre. Et donc le monde d'après, on nous promet une Russie sous domination russe, pas du tout. Une Ukraine sous domination russe, un monde sous Ukraine. Sous domination russe. Et de toute façon, ce que je voulais dire, c'était une Europe sous domination. Donc j'étais à deux pas de la vérité linguistique, mais pas du tout. Ce qu'on aura après. C'est-à-dire qu'une fois que, alors là je le dis franchement, honnêtement, que les États-Unis auront accepté de se retirer de leur empire, de l'Eurasie, de toutes ces régions où ils entretiennent les conflits. J'ai fait un post-script au livre pour dire qu'ils ont aussi contribué à envenimer la situation à Gaza dans des proportions considérables. Il y a à Washington une préférence, j'analyse en détail, je fais une sorte d'anthropologie de la classe dirigeante américaine, des géopoliticiens américains, une classe qui est vide de morale, est à zéro de la moralité, de la religion, etc. Ne reste qu'une préférence pour l'argent et la guerre, et une sorte de jouissance à mettre le désordre en Eurasie. Et au contraire de ce que tout le monde pense, on se dit, qu'allons-nous devenir quand les États-Unis ne nous protégeront plus? Mais vous dites, il ne se passera rien. Mais pas du tout, on sera en paix. Oui. On sera en paix. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition des États-Unis. En fait, les États-Unis sont en quelque sorte sont belliqueux, au fond, sont belliqueux. C'est ce que j'appelle nihilisme, c'est le concept central du livre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de religion, vous avez un état zéro des croyances, mais l'homme reste l'homme, il est angoissé, il n'y a plus rien, et tout ce que vous obtenez, c'est une déification du rien. Et ça s'appelle le nihilisme. L'un de vos indices, c'est donc toujours cette question aussi de la démographie, du nombre d'enfants par femme. Vous le disiez, 1,8 en France, 1,8. Déjà en dessous d'1,8. On est à 1,6, c'est fini. On était à 2,8. En France, 1,5. Non, on est déjà en dessous d'1,8. On est à 1,6, c'est fini. On était à 2,1, il y a encore peu de temps. Ça va mais on très descend vite. parce que les jeunes... Autrefois, la démographie française était protégée par un statut assez élevé des femmes qui leur permettait de faire des études, de travailler et d'avoir des enfants. Mais actuellement, les conditions, je dirais, de travail et d'existence deviennent tellement difficiles pour les jeunes générations qu'ils n'y arrivent plus. On pourrait dire la même chose du monde anglo-américain. C'est la question de l'inflation, c'est la question des salaires. Voilà, et donc les pays qui résistaient, c'est-à-dire les pays scandinaves, les pays, la France, les pays anglo-américains, d'Oxy russe,
et qu'un concept agité par Poutine, mais que ça n'a pas de réalité. Je dis bien que la Chine, elle, est à 1,3 de fécondité. Il y a un problème qui est commun à l'ensemble du monde développé. Et cette chute, elle est globale.